Bonjour, ici Google Troll pour vous servir. Aujourd'hui nous allons entendre un texte écrit par Jean-Christophe Rabiller il y a plusieurs années. Vous trouverez dans la partie description la source que nous allons entendre. Merci pour votre attention. Vive le Christ et vive la France. Amen. Présumés innocents, l'art contemporain et l'enfance, c'est le titre de l'exposition, comptant environ 200 œuvres d'à peu près 80 artistes internationaux, qui avait été présentée au Musée d'art contemporain de Bordeaux du 8 juin au 1er octobre 2000. À l'époque, une association de protection de l'enfance, la Mouette, avait porté plainte contre le directeur du musée, Henri-Claude Cousseau, pour diffusion de messages violents à caractère pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur et pour diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique. Le 2 mars 2010, non, la justice française n'est pas lente, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a estimé que, en l'absence d'une détermination précise des œuvres présentées, ni de la possibilité d'en apprécier le contenu, l'infraction ne saurait être établie. Je me garderai bien de juger une exposition que je n'ai pas vue et de juger son directeur, mais j'ai, par curiosité, fureté sur le net pour me faire une idée des œuvres présentées. N'ayant pas trouvé le contenu de l'exposition, voici tout de même un aperçu du travail de ces artistes qui étaient censés représenter la diversité des plasticiens s'intéressant à l'enfance. http://jcrabillet.free.fr/texte/innocent/voir.htm. Notez au passage l'éternel penchant kitsch-morbide, pour ne pas dire plus, de l'art contemporain subventionné. Ce qui m'intéresse dans cette affaire est autant le contenu de l'expo que les réactions qu'elle a suscitées. Le consensus, bien orchestré par ces milieux, consista à crier au scandale pour défendre la liberté de l'art et l'immunité du milieu artistique. Alors on a pu voir sur les blogs maintes pétitions et autres soutiens à ce directeur de la part de personnes qui, pour beaucoup d'entre elles, n'avaient pas plus pris le temps d'entendre l'association qui a porté plainte que de s'intéresser au contenu de l'expo. Ce consensus révèle une idée largement diffusée par les gourous de l'art officiel: l'artiste devrait être intouchable dans son travail. Dans ce cas, je me pose légitimement la question: comment éviter les imposteurs qui, profitant de cette liberté, s'inventeraient artistes pour assouvir certains travers hors la loi? Faut-il laisser à l'art contemporain subventionner le soin de définir ce qu'est un artiste afin de séparer le bon grain de l'ivraie? Le ministère de la Culture va-t-il nous sortir un test ADN? Ces milieux officiels sont-ils protégés de toute dérive? Quel dogme scientifique permet de certifier les bonnes intentions de tous ces artistes au point que certains se remettent à scander ce mot d'ordre éculé, puéril et irresponsable? Il est interdit d'interdire, soyons réalistes, un art officiel non censuré n'a jamais existé et n'existera jamais. Il sera toujours la vitrine du pouvoir en place. C'est à la société tout entière, et pas seulement aux artistes estampillés par les dracs, qu'il incombe de fixer les limites de l'art. En tout état de cause, cette exposition sulfureuse mérite d'opérer un petit retour en arrière. En 68, où certains des philosophes de la révolution sexuelle prenaient l'inceste et la pédophilie comme moyen de combattre l'oppression de la bourgeoisie,
Les années 70 à 80 ont connu une vague pédophile défendue par les Serge Julie, les Jack Lang et autres comme Bendit. Aujourd'hui, même si certains d'entre eux parlent sincèrement d'une erreur, le mal est fait. Si les pédophiles n'ont pas attendu la révolution sexuelle pour exister, ils ont profité de l'aubaine pour agir en toute impunité. Qu'on ne s'y trompe pas. Le but de mon papier n'est pas de tirer à boulet rouge sur 68 car il est indéniable que cette révolution a eu des conséquences très positives sur notre société en participant à la défense des homosexuels, au combat pour l'avortement, à la criminalisation du viol des femmes, à la contraception et au plaisir sexuel défendu par l'Église. Je suis évidemment le premier à jouir de ces libertés. Mais je veux parler de cette dérive philosophique dangereuse qui suivait de près la révolution sexuelle, à savoir la pédophilie, défendue par certains de ceux qui sont à l'origine de l'art officiel dont nous sommes affublés aujourd'hui. En ce qui me concerne, je pense qu'il faut être intransigeant sur ce point précis. Accepter les attouchements et relations sexuelles entre adultes et enfants sous prétexte que 10% de ces relations seraient véritablement consenties par l'enfant, c'est prendre le risque de déstabiliser une société par les dégâts psychologiques désastreux qu'engendreraient les 90% restants, basés sur la soumission. Les pédophiles notoires sont toujours sur la brèche pour défendre leur point de vue en se servant de ces 10% dans leur argumentaire, soyons donc vigilants. A contrario, il ne faut pas non plus voir de la pédophilie partout au moindre contact physique entre adultes et enfants. Il n'y a rien de mal à embrasser ou prendre un enfant dans ses bras, tant que le but n'est pas se faire sexuellement et sadiquement plaisir. En voyant les œuvres de ces artistes qui exposaient à Bordeaux, en lisant le titre pour le moins ambigu de l'exposition, présumés innocents, je me pose légitimement la question, certains des petits marquis de Jack Lang et de leurs rejetons, qui tiennent toujours ce pouvoir artistico-universitaire, cherchait-il de nouveau à faire tomber des barrières pour mieux propagander cette philosophie pédophile afin de jouir sans entrave? Je suis parano, alors pour mémoire, citation de Jack Lang. Journal Guépier, 31 janvier 1991, la sexualité puérile est encore un continent interdit aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. Citation de René Chéré, l'un des philosophes instigateurs de mai 68, journal Libération du 9 juin 1978. L'aventure pédophilique vient révéler quelle insupportable confiscation d'êtres et de sens pratique à l'égard de l'enfant les rôles contraints et les pouvoirs conjurés. Dans ses romans, dont l'un a reçu le prix Médicis en 1973, Tony Duvert, écrivain pédophile déclaré et militant. Voir, c'est un acte d'amour, c'est une de ses façons d'aimer et de le prouver. Ce fut le comportement avec moi des quelques garçons que j'ai sodomisés. Et puis disons les choses comme elles se passent. Il aime ressentir dans son corps le membre viril de celui qu'il aime, d'être uni à lui par la chair. Cela donne de grandes satisfactions. Il a aussi la satisfaction d'être agréable à celui qui le sodomise, qui jouit en lui. Cela lui procure aussi une grande joie, car aimer c'est aussi bien donner que recevoir.
Article paru dans le journal Libération en mai 1977, republié le 1-3-1979, un nouveau groupe vient de naître. Le FLIP, Front de libération des pédophiles, dont vous pourrez lire ci-dessous la plateforme constitutive. Qui sont-ils? Pour l'essentiel, des lecteurs de Libération qui, à la suite d'une lettre ouverte aux pédophiles dans notre édition du 9/2/77, nous firent parvenir un courrier abondant. Nous en rapportions quelques-unes dans une double page le 24 mars 77 intitulée « Relations adultes-enfants ». Le 2 avril dernier se tenait à Jussieu une première réunion regroupant une trentaine de personnes. Simple prise de contact, sans doute. Peut-on regretter que l'essentiel des préoccupations ait été d'ordre judiciaire? Il ne fut en effet question que de répression, de défense et de poursuite des pédophiles. Sans méconnaître ces dures réalités, un tel groupe a tout à gagner s'il élargit son champ de réflexion. Le FLIP, Front de libération des pédophiles, est né. Quelques objectifs essentiels ont déjà pu être lancés: combattre l'injustice pénale et mener une réflexion critique sur la famille et l'école, fondée sur une analyse politique de la sexualité entre mineurs et adultes. Les 27, 28 et 29 janvier, devant la cour d'assises des Yvelines vont comparaître, pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans, Bernard Deyeger, Jean-Claude Gallien et Jean Burkhardt, qui arrêtés à l'automne 1973 sont déjà restés plus de 3 ans en détention provisoire. Seul Bernard Deyeger a récemment bénéficié du principe de liberté des inculpés. Une si longue détention préventive pour instruire une simple affaire de meurtre où les enfants n'ont pas été victimes de la moindre violence, mais, au contraire, ont précisé au juge d'instruction qu'il était consentant, quoique la justice leur dénie actuellement tout droit au consentement. Une si longue détention préventive nous paraît déjà scandaleuse. Aujourd'hui, il risque d'être condamné à une grave peine de réclusion criminelle, soit pour avoir eu des relations sexuelles avec ces mineurs, garçons et filles, soit pour avoir favorisé et photographié leurs jeux sexuels. Nous considérons qu'il y a une disproportion manifeste d'une part, entre la qualification de crime, qui justifie une telle sévérité, et la nature des faits reprochés, d'autre part, entre le caractère désuet de la loi et la réalité quotidienne d'une société qui tend à reconnaître chez les enfants et les adolescents l'existence d'une vie sexuelle. Si une fille de 13 ans a droit à la pilule, c'est pourquoi faire la loi française se contredit lorsqu'elle reconnaît une capacité de discernement à un mineur de 13 ou 14 ans qu'elle peut juger et condamner, alors qu'elle lui refuse cette capacité quand il s'agit de sa vie affective et sexuelle. 3 ans de prison pour des caresses et des baisers, cela suffit. Nous ne comprendrions pas que le 29 janvier Deyeger, Gallien et Burkhardt ne retrouvent pas la liberté. Ont signé ce communiqué, Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Judith Belladonna, Dr Michel Bon, psychosociologue Bertrand Boulin, Jean-Louis Bory, François Châtelet, Patrice Chéreau, Jean-Pierre Collin, Copy, Michel Cressol, Gilles et Fanny Deleuze, Bernard Dor, Françoise Daubonne, Dr Maurice Erne, psychiatre Jean-Pierre Fay, Dr Pierrette Garou, psychiatre Philippe Gavy, Dr Pierre Edemonguet, psychanalyste Dr Claire Gelman, psychologue Dr Robert Gelman, psychiatre André Glucksmann, Félix Guattari, Daniel Guérin, Pierre Guyotat, Pierre Arne, Jean-Luc Henning, Christian Aignon,
Jacques Henrique, Guy Auchinguem, Dr Bernard Kouchner, Françoise Laborie, Madeleine Laïc, Jacques Lang, Georges Lapassade, Raymond Lepoutre, Michel Léris, Jean-François Lyotard, Dionys Macolo, Gabriel Matzneff, Catherine Millet, Vincent Montaille, Dr Bernard Moldorf, psychiatre Négrepont, Marc Pierret, Anne Quérien, Grise et Lady Réal, François Regnault, Claude et Olivier Revaud-Dallon, Christiane Rochefort, Gilles Sandier, Pierre Samuel, Jean-Paul Sartre, René Chéré, Philippe Solers, Gérard Saulier, Victoria Terram, Marie Tonon, Catherine Valabrègue, Dr Gérard Vallès, psychiatre Hélène Védrine, Jean-Marie Vincent, Jean-Michel Wilheim, Daniel Salnave, Alain Cunaille. En 1968, il existait même un comité d'action pédérastique révolutionnaire. Extrait de l'article tiré du site www.iran-résiste.org. Pourquoi Amnesty défend Persépolis de satrapie, 1er juin 2007. Depuis l'instauration de la République islamique en Iran, la majorité pénale et l'âge de la puberté sont fixés à 9 ans pour les filles. Le mariage d'une fille qui se marie pour la première fois dépend seulement de la permission du père ou du tuteur ou d'un grand-père. Le mariage avant l'âge de la puberté, 13 ans, est interdit. Toutefois, les contrats de mariage décidés par le père ou le tuteur des fillettes avant cet âge sont validés si les intérêts de la personne sous tutelle sont respectés. En Iran, il existe également une seconde disposition de loi pour ce genre de plaisir. Il s'agit de mariage temporaire d'une durée choisie par le marié, parfois de quelques minutes. Comme 85% des Iraniens vivent en dessous du seuil de pauvreté, les parents acceptent de marier leurs fillettes contre des sommes dérisoires pour les voyageurs étrangers ou les riches locaux. Ceci est l'autorisation légale de l'impunité pour les pédophiles et les proxénètes. Sans oublier l'affaire Polanski. L'indignation malsaine devant son arrestation a révélé ô combien cette philosophie pédophile reste imprégnée dans l'inconscient de certains philosophes. Finkielkraut, par exemple, déclare sans sourciller sur France Inter qu'une fille de 13 ans peut être consentante à une relation sexuelle avec un adulte si son corps présente toutes les caractéristiques de celui d'une femme. Faut-il rappeler à ce monsieur qu'à 13 ans on n'ose souvent rien refuser à un adulte? Alors oui, monsieur Finkielkraut. Heureusement que la justice met quelques garde-fous pour tenter d'éviter certains passages à l'acte non consenti. Mais venant de ce paranoïa qui sait considère le web comme un vaste complot antisémite, voire l'émission d'Arrêt sur Image, qui aimerait tant éliminer cet Internet qui fait de l'ombre à son ego d'intellectuel, on peut s'attendre à tout. Alors oui, monsieur Finkielkraut, vive Internet qui permet de vous la mettre bien profond, entre adultes évidemment. Et Kouchner d'en rajouter une couche. Tout ça n'est pas sympathique pour un homme d'un tel talent. Comme si le talent pouvait justifier une quelconque immunité. Ce bon docteur, alors ministre des Affaires étrangères, a été jusqu'à intervenir auprès d'Hillary Clinton pour demander la libération de Polanski, voir le docu de Karl Zero, Réseau Zandvoort. Mais on atteint le pire avec le ministre de la Culture, qui a lui aussi clamé haut et fort son soutien à Polanski. Pour ceux qui n'auraient pas encore eu vent de son livre, La mauvaise vie. Voici un extrait qui traite de sa propre expérience des bordels en Thaïlande. Tous ces rituels de foire aux éphèbes, de marché aux esclaves m'excitent énormément. La lumière est moche. La musique tape sur les nerfs, les shows sont sinistres et on pourrait juger qu'un tel spectacle, abominable d'un point de vue moral, est aussi d'une vulgarité repoussante. Mais il me plaît au-delà du raisonnable.
La profusion de garçons très attrayants, et immédiatement disponibles, me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de refréner ou d'occulter. Défendre un violeur d'enfants sous des prétextes fallacieux comme son talent artistique tout en jetant l'opprobre sur la justice américaine lorsqu'on pratique soi-même un tourisme sexuel illégal dans des contrées miséreuses, c'est tout simplement honteux. Et, comme si cela ne suffisait pas, on apprend dans la foulée que ce ministre se porte témoin de moralité dans une autre affaire de viol sur mineur. Sans vraiment connaître les accusés, il assure pourtant aux juges leur volonté de réinsertion. Et ce type est ministre de la Culture. Cette sordide actualité conforte la vision que j'avais de l'art contemporain étatique et de ceux qui le gouvernent. Jean-Christophe Rabiller, artiste autoproclamé. The undeniable fact is that these sounds are only partially